Bonjour à tous et bienvenue. On va peut-être commencer, ce qui va peut-être faire venir les autres. Bonjour Nathalie. Voilà, je vous propose de débuter. Bonjour Nathalie. Voilà, comme ça on essaye d'être à l'heure pour ce déjeuner du partenariat en santé. Donc, je vous remercie tous d'être venus sur ce sujet. Le partenariat en santé comme levier de la qualité des soins, on va essayer de le rendre accessible au plus grand nombre et intéressant pour ceux qui sont déjà aguerris à la qualité également. Donc voilà. Donc tout d'abord, je voudrais remercier nos trois intervenants du jour, euh, Isabelle d'Orléans, Marie Strini et Jean-Jacques Morfoise, qui se présenteront après. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, il sera ainsi disponible en replay. On est ensemble jusqu'à 14 heures, donc il y aura une intervention à trois voix avec nos trois intervenants, donc Jean-Jacques Morfoys de la SRA, Isabelle d'Orléans et Marie Citrini qui sont engagés auprès de la Haute Autorité de Santé. Et on terminera par un temps d'échange pendant lequel vous pourrez réactiver vos micros et prendre la parole. Voilà. Je vous incite à profiter de la présence de nos intervenants et de la qualité de leur engagement pour poser toutes vos questions. Donc, je vais, moi, faire un petit rappel sur le partenariat en santé, hein. Donc, le partenariat en santé, ça s'inscrit et inspiré par le continuum de l'engagement utilisé en France, qui est basé sur le modèle la même logique que le modèle de Montréal, qui est de faire le pas de faire pour les patients ou les personnes accompagnées à faire avec. Et aujourd'hui, on est peut-être encore trop sur cette approche centrée sur le patient et non pas de mettre le patient à nos côtés pour pouvoir travailler avec lui. Et c'est ce que le partenariat en santé est pensé et agir avec les usagers propose dans ce modèle. Donc, c'est de passer d'un leadership professionnel quand on fait de l'information, de la consultation ou de la collaboration de façon très ponctuelle avec les patients, à aller vers un leadership partagé où on fait du co-leadership en co-responsabilité, de la co-construction, de la co-mise en œuvre qui s'inscrit dans la durée et avec intensité entre les patients, les personnes accompagnées, les proches aidants et les professionnels du système de santé. Donc ça, c'est vraiment un engagement qui s'inscrit aussi dans les engagements de la HAS qui nous porte à aller vers ce partenariat en santé. Pour vous dire quelques mots sur le dispositif du COPS, grâce auquel nous sommes réunis aujourd'hui. Donc c'est un dispositif qui est porté par une association qui s'appelle Savoir Patient. Le but de cette association de loi 1901 est de promouvoir et opérationnaliser le partenariat en santé. Donc, elle a cinq missions, dont les deux principales sont de faire de la formation, puisque nous sommes certifiés Calliope, pour faire de la formation sur le partenariat en santé, et de porter le dispositif du COPS, qui lui est un dispositif régional financé par l'Agence régionale de santé, la ARS Occitanie, et qui permet vraiment au plus près des acteurs de faire des missions de promotion du partenariat en santé. Donc ces missions, elles sont au nombre de 5 et répertoriées en 20 types d'actions différentes. Donc, je ne vais pas vous faire le détail de toutes, mais simplement pour vous dire qu'on a vraiment des missions de diffuser et d'animer la communauté. Je vous invite à visiter, si ce n'est pas encore fait, la plateforme du partenariat en santé, qui est un outil numérique sur lequel vous pouvez retrouver une cartographie des acteurs du partenariat en santé dans la région Occitanie, avec les projets qu'ils mènent. Vous pouvez y retrouver aussi l'enregistrement des webinaires, celui d'aujourd'hui, mais aussi les précédents qui ont déjà eu lieu. Un axe de développement des pratiques, et c'est celui qui nous amène aujourd'hui, dans développer les pratiques, on fait des appuis auprès des établissements, auprès des structures et des équipes qui en font la demande pour les aider à mettre en œuvre le partenariat en santé. Mais on fait aussi un développement des pratiques, une professionnalisation
auprès des professionnels de santé, auprès des patients partenaires, pour les aider dans leur pratique, les aider dans ces nouveaux métiers et ces innovations que sont le partenariat en santé. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on propose ce type de webinaire pour engager la communauté à avoir de plus en plus de connaissances et de compétences sur le partenariat en santé. Ensuite, d'autres missions, mais que je ne développerai pas, qui sont évaluer l'impact du partenariat en santé dans la région Occitanie, impulser, donc mettre en place des groupes de travail pour aider la communauté, et une gouvernance participative, puisque si moi j'interviens aujourd'hui en tant que chargée de projet et actrice de, du- de l'opérationnel, on va dire de l'équipe opérationnelle du COPS, on est soutenu par toute une communauté des partenaires et un comité de pilotage qui sont vraiment des personnes du terrain engagées en Occitanie dans le partenariat en santé et qui nous aident à ancrer nos pratiques avec les besoins qui émanent du terrain et de la communauté. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Je vais laisser la place maintenant à nos intervenants, s'ils veulent bien chacun leur tour se présenter. Isabelle, est-ce qu'on peut commencer par vous? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle d'Orléans. Je suis chef de projet au sein du service de certification des établissements de santé à la Haute Autorité. J'ai la charge dans mes missions de développer le référentiel de certification et tous les outils qui permettent d'expliquer les attendus, donc notamment les fiches pédagogiques qui sont également accessibles sur le site internet de la Haute Autorité, qui permettent à la fois aux experts visiteurs qui font les visites et aux établissements qui sont visités de comprendre ce que nous recherchons. Voilà. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là. Donc la fiche pédagogique pour le thème qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas encore sortie, mais c'est très proche nous sommes très proches Durant de ça. l'été, oui. Voilà, donc c'était un peu ça. On voulait un petit peu lancer aussi ce sujet avant l'été et avant la sortie de cette fiche pédagogique. Docteur Jean-Jacques Morfoys pour la SRA, si vous voulez bien nous dire Oui, quelques mots. merci Fidéline. Bonjour à tous. Donc, je suis le médecin coordonnateur et responsable de la structure régionale d'appui à la qualité, qui est une structure associative qui accompagne les professionnels et aussi les usagers dans ces démarches. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Merci beaucoup. Et Marie Citrini, si vous voulez bien vous présenter. Merci Fidéline. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie Citrini. Je suis associative en santé depuis maintenant quelques décennies, on va dire, faut compter comme ça. Je suis enseignante de la perspective patient à la faculté de Bobigny et je suis membre de la commission de certification auprès de la Haute Autorité de santé. Et je travaille très conjointement avec Isabelle autour de la fiche pédagogique et puis autour de la place des usagers. Merci beaucoup. Alors, avant de poursuivre, Jean-Jacques, est-ce que tu veux bien nous faire un petit point sur ce qu'est la qualité dans les établissements de santé et la certification, simplement pour les personnes ici qui sont moins habituées à ces termes? Volontiers, je vais essayer ce défi. Alors, la qualité en santé, la qualité des soins ou la qualité en santé, c'est un concept assez théorique, hein, qui en fait a été modélisé depuis de nombreuses années, notamment l'Institute of Medicine aux États-Unis ou surtout l'OMS, et qui, pour faire simple en fait, et ce qu'il faut bien comprendre, on définit un certain nombre de dimensions complémentaires et toutes aussi importantes les unes que les autres. Alors, l'OMS en identifie six, hein. Les soins, pour être de qualité, doivent être centrés sur le patient. Ils doivent être efficaces, c'est-à-dire que la réponse doit correspondre aux besoins du patient. C'est ça l'efficacité. Il faut être sûr, c'est-à-dire que cette réponse s'organise dans un contexte professionnel de nature à garantir la sécurité des soins. Il faut qu'il soit efficient. Alors ça, c'est un gros mot qui veut dire simplement qu'à résultat équivalent, on va choisir les soins les moins consommateurs des fonds de la solidarité, les moins coûteux. C'est ça l'efficience en santé. Il faut qu'il soit réactif, c'est-à-dire que cette réponse aussi s'intègre dans un calendrier raisonnable au regard des attentes et des souhaits des patients. Il faut qu'il soit équitable, c'est-à-dire qu'on puisse garantir à tous citoyens, quel que soit le territoire, le même type de réponse. Voilà ce qu'est la qualité en santé. Donc, encore une fois, c'est un concept théorique, multidimensionnel, évidemment assez complexe. Alors, la certification derrière cela, en fait, c'est un processus d'évaluation externe, c'est-à-dire que
les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, de manière obligatoire maintenant et depuis 25 ans, ont obligation de suivre cette procédure de certification dont à la fois le concept, les modalités opératoires et la garantie de qualité, évidemment, est prodigué par la Haute Autorité de Santé grâce à des experts visiteurs, c'est-à-dire des personnes tierces qui ne dépendent ni de la Haute Autorité de Santé ni de l'établissement concerné, va venir analyser un peu la qualité, c'est-à-dire l'ensemble de ces bras que j'ai identifiés, de ces dimensions, mais au sein d'une organisation professionnelle particulière qu'est l'hôpital, public ou privé, et à un instant donné. Et c'est ce processus de certification qui va être de nature finalement à faire une évaluation à un instant T de cette qualité. Alors, c'est un processus évidemment complexe. Je ne vais pas refaire 25 ans d'histoire, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 25 ans, ce processus a évolué. On est à sa sixième itération, sixième version avec ce qu'on appelle la V 2025, la V 2025, qui est le manuel de certification dont on va parler aujourd'hui, organisé dans trois chapitres, hein. Le premier concerne le patient, le second les équipes de soins, le troisième chapitre l'établissement à travers un certain nombre, ce qu'Isabelle a évoqué, d'attendus qui se traduisent par des critères. Il y en a 118, dont un certain nombre, la plupart sont des critères attendus pour tous, ce qu'on appelle les critères standards, dont on attend que tout établissement atteigne 100% de ces critères. Et puis des objectifs qui sont avancés, il y en a quelques-uns, 5, dont notamment un qu'on va voir, qui Isabelle nous explicitera concernant effectivement la place des usagers et du partenariat en santé, et puis des critères vraiment impératifs qui ne se discutent pas au nombre de 21. Voilà, c'est l'ensemble de ces 118 critères qui touchent trois thématiques, le patient, les équipes de soins et les établissements, qui vont permettre de faire cette photographie et essayer de balayer, encore une fois, pour une organisation professionnelle particulière, un établissement de santé et un instant donné, la qualité mesurée sur l'ensemble des dimensions telle qu'elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé. Voilà comment je synthétiserai pour les personnes qui sont moins habituées à ces démarches, ce qu'est la certification d'un établissement de santé aujourd'hui. Eh bien, merci Jean-Jacques, je pense que c'était le défi relevé parce que c'était très clair et en même temps synthétique, voilà, mais très, très complet. Merci beaucoup. Et je propose qu'on passe tout de suite la main à Isabelle d'Orléans qui nous parlera justement du cycle 6 et tout particulièrement la place des usagers dans la certification et ce cycle 6. Merci. Et c'est bravo pour l'explication très claire. Donc, dans le référentiel du sixième cycle, qui est en fait un continuum par rapport au référentiel du cinquième cycle, nous avons travaillé à reprendre un certain nombre des critères, voir si ils devaient être améliorés, voir quelques éléments supprimés ou d'autres ajoutés. Et aujourd'hui, donc dans cette sixième version, nous avons 7 critères dont un critère impératif qui sont recentrés sur le chapitre 1, alors qu'un certain nombre de ces éléments étaient antérieurement dans le chapitre 3, et nous avons 3 critères sur le chapitre 3. Alors, pour reprendre un petit bout de l'explication de Jean-Jacques, nous avons, dans les critères standards, ils sont en bleu. Les critères impératifs qui répondent à des exigences prioritaires sont en rouge et les fameux critères avancés qui sont au nombre de 5 dans le référentiel sont en couleur marron, doré, selon qu'on apprécie cette couleur d'une manière différente. Voilà. Donc là, vous voyez que sur les 10 critères que nous avons autour de la thématique des usagers, nous avons quand même 2 critères impératifs sur lesquels je vais revenir. Donc, on peut passer, merci. Alors, je vais vous passer en revue l'ensemble de ces critères, juste en vous calant quelques éléments complémentaires par rapport à ce que vous pouviez connaître dans le référentiel cinquième cycle. Donc, sur le premier critère, en fait, bah, il n'a pas trop changé, celui-là. Euh, on est sur l'information donnée aux patients, sur l'existence de représentants des usagers, sur les structures, associations qui peuvent l'aider dans la suite de sa prise en charge et en communiquant toutes les coordonnées de ces représentants et de ces associations. Alors juste quand même un petit explicatif.
l'ensemble de nos critères comporte entre 4 et 6 éléments d'évaluation. Cela a été voulu pour que chaque critère ait un équivalent de poids par rapport à son voisin, ce qui n'était pas le cas dans le référentiel du cinquième cycle. Et du coup, en fait, chaque critère a un point plus important aujourd'hui du fait qu'on a restreint le nombre d'éléments d'évaluation. Et donc, comme on est sur des calculs de score par moyenne, eh bien, chaque critère, chaque élément d'évaluation a un poids équivalent par rapport au voisin ou aux critères qui le suit ou le précèdent. Donc, dans chacune des slides présentant les critères, je vous donne le nombre d'éléments d'évaluation et puis les méthodes d'évaluation qui sont requises pour évaluer l'atteinte de chacun des éléments d'évaluation. Parce que c'est bien ça que nous évaluons au travers des visites de certification. C'est est-ce que l'établissement répond à l'attendu cité dans l'élément d'évaluation. Voilà. Et puis, juste en bas, pour finir l'explication, vous pouvez avoir, pour vous accompagner, soit la notion de fiches pédagogiques qui seront au fur et à mesure ajustées au sixième cycle. Elles existent déjà pour le cinquième cycle. Et puis, quand on a des indicateurs, on en fait effectivement référence. Voilà. Donc, celui-là n'a pas eu de changement par rapport au cinquième cycle. Donc, je vais passer au suivant. Le suivant porte sur l'expression de la satisfaction et de l'expérience du patient. Euh, alors, grand changement. Dans le cinquième cycle, on avait la terminologie «le patient est informé» des modalités pour exprimer sa satisfaction. Le grand changement ici, c'est qu'on a utilisé le mot «c'est». Donc là, on a quand même une dimension plus importante et une exigence accrue par rapport au cinquième cycle. Donc là, est-ce que le patient sait comment il peut exprimer, enfin, s'il sait déjà basiquement il veut exprimer sa satisfaction, comment il peut le faire? Euh, Qu'est-ce qu'il satisfait si l'établissement est assujetti à ce recueil? Comment il peut faire pour exprimer une réclamation ou une éloge? Donc, on a introduit le terme éloge parce que c'est important pour les professionnels de santé aussi d'avoir des éléments positifs par rapport aux prises en charge. Est-ce qu'il sait qu'il peut recourir, si besoin, à un médiateur, notamment quand il a des difficultés de communication avec les professionnels qui l'entourent et le prennent en charge? Est-ce qu'il sait, alors c'est un peu plus difficile, déclarer un événement indésirable associé aux soins dans la plateforme dédiée, qui est une plateforme nationale? Voilà. Donc là, le grand changement, alors que les éléments existaient précédemment, c'est qu'on est passé de être informé au mot c'est, savoir ou connaître. Voilà. Donc là, vous voyez 6 éléments d'évaluation et avec 2 méthodes qui sont vues. Alors juste aussi un point dans l'observation qui est un nouvel élément. On souhaite faire la publicité des niveaux de certification des établissements. Alors quand l'établissement est certifié simplement ou avec mention, il n'y a aucun problème pour qu'il affiche le macaron qui était une nouveauté du cinquième cycle sur son niveau de certification. C'est beaucoup plus compliqué quand il n'est pas certifié. Et donc, on a mis au même niveau l'affichage du macaron au niveau des entrées des établissements ainsi que sur le site Internet, de la même manière qu'il est dans l'obligation d'afficher les résultats des indicateurs qualité-sécurité des soins selon l'arrêté annuel qui est publié sur le sujet. Voilà pour la présentation de ce critère. Ensuite, sur le critère suivant qui... Merci. Là, on avait les éléments précédemment, mais la grande nouveauté, c'est qu'on a érigé ce critère et donc les éléments qui le composent en critère impératif, donc en exigence prioritaire. Qu'est-ce qu'on souhaite au travers de cela? C'est effectivement augmenter les retours des patients au travers des questionnaires de satisfaction et surtout e-Satis. Je ne sais pas si à titre individuel, vous avez pu être hospitalisé, pris en charge dans un établissement sans pour autant recevoir le questionnaire e-Satis qui était dédié. Parce que derrière, il y a probablement des problématiques plus techniques, indépendamment du recueil de l'adresse mail et de l'explication de la raison pour laquelle on vous demande, quand on vous êtes patient, votre adresse. Eh bien, on s'aperçoit que bah, forcément, si on n'a pas
le questionnaire qui nous arrive pour X raisons, eh bien, il est compliqué d'y répondre à ce questionnaire et c'est important que d'une manière générale, on puisse avoir les résultats puisqu'on a beaucoup d'informations au travers des questionnaires ISATIS. Et d'ailleurs, la HAS a développé un outil pour pouvoir permettre aux établissements de santé d'étudier les verbatims qui peuvent être écrits par les patients et pour lequel, effectivement, ils peuvent donner plein d'informations. Donc la grande nouveauté, c'est d'essayer de pousser à ce que un plus grand nombre de questionnaires arrivent dans les boîtes mail des patients. Mais bien sûr, tous les établissements ne sont pas assujettis à ISATIS et pour le coup, on fait toujours la publicité des questionnaires de satisfaction qui sont remis aux patients lors de leurs différents séjours. Ce qui est important quand on met un dispositif d'évaluation en place, c'est bien sûr de recueillir les résultats et d'analyser ces résultats pour pouvoir définir des actions d'amélioration, toujours dans le bénéfice, bien sûr, du patient. Et ce qui est important aussi dans le regard que la certification peut porter, c'est que quand on interroge la gouvernance, eh bien, on s'assure aussi que les professionnels du terrain nous répondent à peu près la même chose. Voilà, c'est important, nous on appelle ça l'effet miroir. Donc on interroge souvent la gouvernance, mais on pose les mêmes questions aux professionnels, hein. C'est pour ça qu'à chaque fois, on peut avoir deux cibles, comme vous l'avez sous les yeux, gouvernance et professionnels de santé qui sont rencontrés au niveau du terrain. Voilà. Ensuite, sur le critère, sur l'usage des questionnaires visant le résultat des soins, alors c'est un critère qui est qualifié en avancé. Donc, ce sont les fameux prompts, donc l'analyse des résultats des soins par les patients eux-mêmes. Pourquoi ça restait encore en critères avancés? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas une généralisation euh, de ces questionnaires, qui sont des questionnaires qui sont bâtis par les sociétés savantes. La HAS en promeut un certain nombre sur son site internet, mais on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les pathologies, toutes les prises en charge ne sont pas couvertes par ce type de questionnaire, et donc il faut laisser autant le temps de développer ce type de questionnaire, mais je pense que c'est quelque chose vers lequel il faut que collectivement, toutes les institutions tendent pour pouvoir vraiment avoir en plus du niveau de satisfaction sur la prise en charge, vraiment avoir un retour sur qu'est-ce qu'apportent les prises en charge proposées aux différents patients par rapport à sa vie. Est-ce qu'il se sent mieux, le patient? Est-ce que ça lui a apporté un bénéfice ou pas dans son contexte personnel de vie? Donc voilà ce critère avancé qui reste toujours évalué en audit système. Donc, on questionne à la fois la gouvernance et les professionnels sur le sujet, avec bien sûr toujours, puisqu'on évalue quelque chose, qu'est-ce qu'on met en place quand on analyse les résultats. Suivant. Là, on va partir sur l'implication des patients et de ses représentants, donc les représentants des usagers, avec un nouveau critère qui porte sur le partenariat. C'est une grande nouveauté dans le référentiel de sixième cycle, où on souhaite que l'ensemble des établissements puissent mobiliser le partenariat avec des patients et que donc ce soit une politique qui soit portée au plus haut niveau de l'établissement, donc par la gouvernance pour inciter les équipes à associer des patients dans les démarches qui mobilisent leur propre expertise pour accompagner des nouveaux patients dans une prise en charge, aider les patients à mieux accepter la maladie, les traitements qui leur sont proposés, etc. Former aussi les professionnels en tant que patients aux contraintes que tel ou tel élément d'une prise en charge peut apporter. Voilà, c'est important de développer ce partenariat. On l'a vu au début de l'intervention que c'est vers quoi on doit aussi pouvoir tendre. C'est une coparticipation à beaucoup de choses dans les prises en charge de l'ensemble des patients. Et là, on va effectivement interroger à la fois la gouvernance et donc le portage par la gouvernance de ce développement du partenariat et voir comment les professionnels à leur propre niveau peuvent utiliser l'expérience de ces patients partenaires pour améliorer leurs propres pratiques et la prise en charge globale de leurs patients. Voilà, une grande nouveauté.
Et là, on va retrouver des sujets que nous avions précédemment, à savoir l'implication des représentants des usagers dans la vie de l'institution, où en fait on demande à ce que, comme la loi le demande, eh bien les représentants participent à la définition de la politique de l'établissement, notamment en matière d'accueil et de prise en charge de l'ensemble des projets. On a mis l'accent déjà depuis le 5e cycle sur le projet des usagers qui n'est pas obligatoire aujourd'hui, mais nous pensons que c'est un élément primordial pour cadrer la participation des usagers et ce qu'on veut faire pour l'ensemble des patients accueillis dans l'établissement. D'ailleurs, on a aussi techniquement souhaité que dans la plateforme qui est utilisée pour faire les évaluations, les experts visiteurs qui vont faire les visites puissent avoir ce document en amont de la visite, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, pour qu'ils puissent en fait l'étudier et puissent converser avec l'ensemble des professionnels de la gouvernance, mais aussi les représentants des usagers sur le contenu et ce que vise le projet des usagers rédigé par l'établissement visité. Ensuite, on va retrouver les éléments qu'on avait sur la participation des usagers à plein de choses, et notamment ce qu'ils peuvent apporter auprès des patients et surtout des professionnels qui ne les connaissent pas forcément, les représentants des usagers. C'est beaucoup de retours qui nous sont faits sur le sujet par des représentants des usagers eux-mêmes. Et donc voilà, on veut aussi insister sur la meilleure association des représentants des usagers aux différentes prises en charge et donc à ce que peuvent mettre en place les professionnels dans les différents services. Ensuite, on va retrouver un autre élément qui existait, c'est est-ce que finalement, quand je suis représentant des usagers dans un établissement, est-ce qu'on me donne toutes les informations que je dois pouvoir avoir, à savoir les résultats des enquêtes de satisfaction, les résultats des événements indésirables. Est-ce que je peux être associée d'ailleurs en tant que représentant des usagers à la mise en place et pourquoi pas la définition d'actions d'amélioration qui visent l'amélioration des différentes prises en charge? Voilà. Est-ce que j'ai tous les événements, les éléments qui me permettent, moi, d'assurer ma mission? Voilà, c'est quelque chose qui existait, mais pour lequel on insiste encore aujourd'hui parce que force est de constater que certains retours nous disent que ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Ensuite, on passe au chapitre 3 avec bien sûr un critère qui est extrêmement important dans le cadre de la certification, à savoir la politique qualité d'amélioration de la qualité de la sécurité des soins, qui bien sûr compte tout ce qui est trait à la maîtrise des risques, où effectivement on demande à ce que les représentants des usagers soient partie prenante dans l'élaboration de cette politique et la définition des plans d'action qui en découlent avec bien sûr tout ce qui peut être euh, des résultats des évaluations externes par d'autres autorités, voir l'analyse de ces résultats et comment les représentants des usagers, les usagers au sens large, peuvent contribuer à définir des actions pour améliorer les prises en charge des patients. Voilà. Et une grande nouveauté, juste, je fais un petit parallèle sur ce critère-là, c'est qu'on va demander à l'encadrement intermédiaire. Donc, on a d'un côté les professionnels, de l'autre côté, on a la gouvernance, au milieu, on a l'encadrement médical et paramédical. Et on souhaite que cet encadrement soit questionné sur la mise en place des actions du plan d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et pourquoi pas, dans ce cadre-là, même si ce n'est pas écrit comme cela, comment les usagers, à leur niveau, peuvent être associés, les représentants des usagers peuvent être associés pour améliorer les prises en charge des secteurs dont ils ont la charge. Voilà, ça, c'est une grosse nouveauté dans le référentiel du 6e cycle. Le critère suivant, on va retrouver des éléments qu'on avait sur, en fait, la culture de déclaration des événements indésirables, où on souhaite que les représentants des usagers soient associés l'analyse des résultats globaux pour définir des actions d'amélioration. Voilà, c'est en ça que la participation des usagers est requise sur ce critère. Bien sûr, c'est quelque chose qui existait, mais j'insiste bien, les usagers, les représentants des usagers, les patients partenaires peuvent apporter des choses dans le cadre de cette déclaration des événements indésirables et dont aussi les presque accidents, les événements qui sont rattrapés avant qu'ils aient un impact trop fort sur les patients. Et enfin, le dernier, c'est sur le sujet de l'éthique,
où là aussi, on souhaite que les représentants des usagers soient associés à toutes les réflexions, l'état des lieux, tout ce qui peut être fait en matière d'éthique et avec le développement des outils de télésanté, avec l'usage de l'intelligence artificielle. Il y a des sujets dans les établissements et je pense aussi que les représentants des usagers ont leur part par rapport à toutes ces réflexions qui doivent être mises en place dès à présent dans l'ensemble des établissements de santé. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation que j'ai voulu rapide. Donc, juste 2 slides pour dire en fait que nous, ce qu'on souhaite, c'est renforcer la présence des usagers dans les services de soins au plus près des patients et donc, ils doivent avoir toutes les informations requises pour pouvoir participer à la politique qualité, à la rédaction de leurs projets, des usagers, etc. On souhaite renforcer le rôle des usagers, les représentants des usagers dans la vie des établissements, donc on insiste bien. Et sur la partie questionnaire et satisfaction, donc le slide suivant. Merci. Donc nous, on a renforcé les éléments pour augmenter la participation au questionnaire e-Satis quand l'établissement est assujetti. Et on a donc renforcé l'exigence sur la thématique satisfaction-expérience avec bien sûr l'existence du dispositif, mais ce qui nous importe, c'est vraiment qu'il y ait une analyse des résultats. Et je relance le fait que on a développé au niveau de la HS un outil pour étudier les verbatims. Et l'important, c'est qu'une fois qu'on a ces résultats, eh bien, on puisse collectivement les analyser et puisse définir collectivement les actions d'amélioration qui visent en fait l'amélioration des prises en charge avec, si possible, eh bien, une meilleure implication de patients partenaires qui sont vraiment, moi j'en ai rencontré dans des visites tests que j'ai pu faire, c'est vraiment un plus dans les prises en charge et c'est vraiment une aide importante que peuvent avoir les professionnels pour renforcer en fait la qualité de leur prise en charge. Voilà, merci. Et pour finir, j'avais oublié un élément important, la présentation en chapitre de la future fiche sur l'engagement des usagers que nous en sommes en train de terminer et qui sera validée le 9 juillet prochain auprès du Collège de la Haute Autorité avec 5 chapitres que vous avez cités en rouge. Voilà, et cette fiche, elle est faite avec Fabienne qui est à la régie et des représentants des usagers et vise vraiment à expliquer en quoi bien, on peut solliciter, enfin, développer l'engagement individuel du patient pour sa propre prise en charge, mais également l'engagement collectif avec, bien sûr, les patients partenaires et les représentants des usagers. Voilà, cette fois-ci, j'en ai fini. On vous attend pas, Fidéline. Votre micro. Oui, Ah, voilà, voilà. oui, merci, pardon. Donc merci beaucoup pour la qualité de cette présentation et effectivement la structure que vous y avez donnée pour vraiment montrer la place des usagers tout ce qui est recherché dans cette certification et cette recherche de qualité auprès des établissements. Et d'avoir présenté la fiche pédagogique qui sera certainement un élément très instructeur et qui va aider les personnes qui sont concernées par cette certification. Je laisse maintenant la place justement à Jean-Jacques qui va pouvoir aussi présenter l'action de la SRA et ce qu'ils font pour faciliter la vie des certaines des directions de qualité. Merci, Fidéline. Peut-être en transition, après la présentation claire d'Isabelle, ce que j'ai pas dit, c'est que entre la V5 et la V6, il y a quand même un continuum en termes de démarche très très cohérent, mais une marche à franchir qu'on ne mesure pas complètement, parce que la V6 quand même pointe sur quatre thématiques autour de cette marche à franchir. C'est déjà l'adaptation des établissements autour de l'évolution du système de santé et tout le contexte d'évolution des technologies, des prises en charge, et y compris des éléments liés au développement durable qui sont importants et qui deviennent beaucoup plus prioritaires qu'avant. Ça, c'est un premier point. Le premier point qui est second point qui est une évidence, c'est l'importance du travail en équipe,
qui est encore renforcé dans les différents critères là-dessus. Le troisième, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, c'est plus évalué, Isabelle l'a bien montré, dans les résultats, en quoi on améliore la pertinence des résultats. Et puis le quatrième, je finis par le plus important peut-être, c'est pour aujourd'hui, c'est bien visé à l'engagement des patients et on accompagne quelques établissements. Je vais y revenir tout de suite sur des difficultés liées à la certification sous condition qui ont passé en V 2020 leur certification et qui passent la visite en V 2025 à partir du mois de septembre. Et ils prennent conscience que ce qu'ils pensaient pour eux en termes de référentiel, voilà, quelque chose de relativement stable, ils prennent conscience que cette marche à franchir entre la V 2020 et la V 2025 sur ces quatre thématiques que j'ai évoquées est quand même très considérable. Voilà, je fais une forme de transition justement sur la structure régionale d'appui en Occitanie. Diapositive suivante. Alors, je crois qu'il y a un peu d'animation, mais tu peux mettre les quatre Fidéline, ça ira plus vite. Simplement pour dire rapidement que c'est une association indépendante, la structure régionale d'appui, qui existe dans toutes les régions de France et de Navarre, qui portent parfois un nom différent et qui ont une histoire différente. Celle d'Occitanie est relativement récente. Elle a été créée à la suite de l'apparition des textes fin 2016, rendant obligatoire d'une part la déclaration des événements indésirables graves associés aux soins pour tous les professionnels, tous secteurs d'activité confondus, et l'existence de ce type de structure d'appui dans chaque région. Qu'elle repose sur une équipe opérationnelle de 14 personnes qui couvre à peu près tous les métiers de la qualité, médecins, soignants, cadres, responsables administratifs, responsables qualité. On a une psychologue aussi, une éducatrice, pour nous accompagner dans ces domaines sur les soins primaires, l'hôpital ou le secteur médico-social, et qu'on repose sur un financement mixte essentiellement de subventions de l'Agence régionale de santé, mais pas seulement, y compris de cotisations ou de prestations là-dessus. Voilà ce qu'est la SRA Occitanie. La diapositive suivante, plus importante peut-être, c'est, alors je vous ai remis sous une forme un petit peu différente et plus personnalisée, une représentation de ce que peuvent être les différentes dimensions de la qualité en santé, un peu différente de la définition de l'OMS, mais peu importe, qui vous montre qu'effectivement, pour faire des soins de qualité, il faut d'abord que ces soins soient accessibles géographiquement, sociologiquement, financièrement, etc. Qu'ensuite ils soient pertinents et que les soins prodigués répondent aux exigences de la science et répondent aux besoins du patient, que cette réponse elle est bien définie en accord avec les attentes des usagers, des patients et à leurs valeurs notamment, et qu'il peut y avoir parfois quelques petites contradictions dans tout ça, et puis ensuite que cette réponse organisée en accord avec le patient et avec son expérience aussi, puisse s'organiser dans un contexte sécure et évidemment efficient, c'est-à-dire préservant au mieux les fonds de la solidarité. Alors la SRA, dans cette boucle multidimensionnelle, elle intervient, vous l'avez compris, avant tout sur l'aspect sécurité, c'est son ADN, c'est-à-dire améliorer la sécurité des soins, en particulier en aidant à ce qu'a réévoqué Isabelle, l'analyse des événements indésirables. Alors quand ils sont graves, mais aussi de plus en plus quand ils ne sont pas graves, et ce qu'on appelle les porteurs de risque ou les presque accidents. On accompagne les professionnels dans cette démarche d'analyse et de revue de mortalité. Sur les aspects, cette SRA, il y a un petit site qui s'appelle un peu ésotérique, qui s'appelle le REVA, c'est-à-dire aux côtés de la SRA historiquement, qui explique aussi pourquoi dans les textes et dans la sémantique, on sépare parfois la sécurité de la qualité, ce qui, vous l'avez compris, j'espère, est un non-sens conceptuel, mais c'est simplement que réglementairement, depuis l'histoire du sang contaminé, la réglementation et la législation a fait une part très importante de la sécurité. Dans ce réseau des vigilances, il y en a, sauf erreur de ma part, 11 vigilances réglementaires. Je suis incapable de vous les citer de mémoire, mais vous les retrouverez évidemment, au-delà des mots vigilance, pharmacovigilance, matériaux-vigilance, il y en a 11 et on travaille régulièrement avec l'ensemble de ces structures régionales autour des vigilances. Et de plus en plus, on travaille en amont sur la pertinence. Alors, non pas que l'on sache à la place des soignants, puisqu'effectivement, on n'est pas des sachants en la matière, on est un peu des spécialistes méthodologiques pour accompagner. J'avais juste avant une réunion avec une CPTS pour les accompagner justement sur des démarches d'analyse de pertinence de leurs soins pour savoir un peu comment on peut s'y prendre et on s'appuie beaucoup dans ces démarches avec évidemment les sociétés savantes et les réseaux régionaux, que ce soit le réseau périnate, le réseau d'oncologie, le réseau de psychiatrie ou l'Observatoire régional des urgences qui, en général, on travaille systématiquement avec eux dans ces démarches. Et puis,
last but not least, évidemment, puisque c'est le sujet du jour, la SRA est partie prenante du comité opérationnel en santé avec France Assos Santé, avec Savoir Patient et un certain nombre d'autres acteurs, sans oublier l'espace de réflexion éthique en Occitanie, puisque pour bon nombre de sujets, quand on commence à toucher à la qualité, de temps en temps, on n'a pas forcément la réponse et on a grand besoin de ces acteurs. Voilà où se positionne la SRA. Diapositive suivante. Et puis pour finir, dans notre contrat d'objectifs et de moyens, en fait, on a 8 thématiques prioritaires. Vous les avez à l'écran. Je ne vais pas toutes les reciter. C'est simplement pour vous dire que par rapport au sujet du jour, il y en a deux qui percutent directement nos priorités. C'est la question de la certification des établissements de santé et c'est le partenariat en santé, qui font partie de nos 8 priorités que vous avez à l'écran. Vous voyez qu'il y a des choses très proches. Je pense notamment à la bientraitance ou au travail en équipe, qui vous renvoie, j'espère, à un certain nombre de notions qu'on vient de rebalayer ensemble. Et puis nos modalités d'intervention, dernière diapositive de présentation rapide de la structure régionale d'appui, c'est qu'on fait de l'information et de la sensibilisation comme aujourd'hui, avec plaisir et aux côtés du COPS et de Savoir Patient. On fait aussi, nous, de la formation plus sur les aspects, évidemment, qualité autour des 8 thématiques que vous avez découvert juste avant. On fait de l'évaluation, alors pas tout à fait, en fait, on fait de la supervision d'évaluation. Il nous arrive souvent d'arriver, de ne pas faire à la place des équipes. Ce n'est pas notre mission, mais en tous les cas, d'aider ces équipes à s'évaluer, faire de la supervision, notamment en termes de préparation de certification, par exemple. Et puis, on fait de l'accompagnement opérationnel sur le terrain auprès des équipes et de la recherche, plus modestement. On essaye aussi de contribuer à la recherche et à l'enseignement. Voilà un peu nos priorités, nos modalités d'action auprès des professionnels et des usagers. Je crois que j'ai terminé pour cette présentation rapide avant de céder le micro Oui. à Merci beaucoup. Fidéline et à Oui, Marie. merci beaucoup Jean-Jacques. Je vais proposer à Marie peut-être de dire quelques mots et ensuite on passera aux questions. Et je pense que ce sera très intéressant pour la communauté de poser ces questions à tous les trois et en particulier à Marie qui pourra avoir une vision peut-être du terrain et de la mise en place vraiment de ce qu'on vit dans le partenariat sur le terrain. Merci Fidéline. Merci aux deux intervenants précédents, à Isabelle et à Jean-Jacques, qui ont donné quelque chose de très positif de cette certification. Alors, ce qu'il faut déjà bien savoir, c'est que ça ne sort pas des têtes qui se trouvent à la haute autorité. Ce manuel de référence, il est construit avec des acteurs de terrain qui sont questionnés dans des groupes de travail, qui travaillent à la rédaction des critères, à ce qu'il faut évaluer, et avec des usagers ou des membres d'associations de patients qui vont élaborer, qui ont élaboré ce référentiel. Et ce référentiel-là, il ne tombe pas de nulle part. Vous l'avez dit, Jean-Jacques, effectivement, on a mis une marche. On a mis une marche parce que la loi du 4 mars 2002 qui régit les représentants des usagers, elle a 22 ans et qui a quand même, à minima, passé de il est informé à il sait, nous semblait vraiment, au bout de 22 ans, la marche possible qui était nécessaire pour avoir une meilleure compréhension. Dans le cadre du partenariat en santé, dans les établissements, il y a des associatifs qui acceptent un mandat donné par l'Agence régionale de santé et qu'ils deviennent représentants des usagers pour accompagner, expliquer, parfois défendre, parfois conduire des réflexions, principalement au départ autour des droits qu'ont les usagers et leurs proches au sein des établissements de santé. Et puis au fur et à mesure des années, l'hôpital, les établissements de soins ont conduit une réflexion un peu plus globale, grâce aussi à la haute autorité et aux différentes itérations de certification, vers comment je peux m'investir en tant qu'associatif en santé, ayant accepté un mandat de représentant des usagers, vers la qualité et la sécurité des soins. Et donc, de plus en plus, on a évolué vers cette réflexion-là.
On a aussi mis en place un certain nombre de choses au sein même des établissements qui correspondent vraiment, et moi j'insiste là-dessus, ce que les uns et les autres êtes en capacité de mettre en réflexion et en collaboration dans vos établissements doit vous ressembler. La haute autorité et son référentiel trouvera toujours la positivité du critère à partir du moment où ça vous ressemblera. Il n'y a pas d'injonction euh, descendue de n'importe où qui vous obligerait à faire sur le même modèle pour chacun. Par contre, le partenariat en santé, aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. Pour trois raisons. La première, parce que quand on est malade et que majoritairement, aujourd'hui, une grande partie de la population est malade chronique, on a appris un certain nombre de choses sur notre pathologie, sur comment réagir face à notre pathologie, et nos savoirs, qui sont des savoirs d'expérience, valent aux savoirs dits académiques, en tout cas aux savoirs médicaux ou paramédicaux. En tout cas, ils s'enrichissent l'un de l'autre. La deuxième condition, la deuxième raison pour laquelle le partenariat en santé a une nécessité, c'est que effectivement, et plus particulièrement dans les presque accidents, on a souvent, parce que on accompagne une personne qui vit avec une maladie chronique ou avec un handicap, ou parce que nous-mêmes nous sommes atteints d'un handicap ou d'une maladie et d'une maladie chronique ou d'une maladie chronique, eh bien nous avons des alertes. Nous sommes nous-mêmes veilleurs d'alerte par rapport à notre propre santé pour éviter un certain nombre de presque accidents et d'être en capacité de le dire aussi à l'équipe. Et puis la dernière, et qui n'est pas la moindre, vous aviez tout à l'heure, Jean-Jacques, parlé de l'organisation, en tout cas du système contraint dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce partenariat en santé, c'est aussi une valeur ajoutée pour un système contraint qui permet au sein même de l'établissement et avec les rencontres que nous pouvons faire ensemble, en binôme, entre les professionnels de santé, et quand je dis professionnels, je mets tout le monde dans cette bulle, et le patient partenaire ou le partenaire associatif, il y a un vrai enjeu à donner de l'information claire et loyale et à l'expliquer vers les patients. C'est une forme de prévention que l'on fait quand le patient est malade, de lui donner des outils, des clés, des compréhensions qui lui permettront d'être beaucoup plus efficient, c'est-à-dire de solliciter moins le système de santé, parce qu'il aura des éléments contributifs à mieux se comprendre avec la maladie. Donc vous voyez que dans les 8 piliers que Jean-Jacques définissait, eh bien à la limite, le binôme patient-partenaire et professionnel de santé, et plus particulièrement au sein de la qualité, on peut s'y retrouver dans quasiment tous. Et aujourd'hui, comme l'a montré Isabelle, le continuum, il est dans tous les chapitres. Dans le chapitre 2, qui n'identifie pas obligatoirement un critère en tant que tel de représentant de partenaires en santé. Mais quand vous avez un critère dans le chapitre 2 qui vous parle de, un événement indésirable associé aux soins et qui a comme élément d'évaluation le patient a-t-il été informé, c'est déjà mettre au cœur même aussi du presque accident ou malheureusement de l'événement indésirable survenu, la réflexion avec le patient, au-delà de l'information. Et je sais qu'on franchira d'autres étapes avec Isabelle et la haute autorité pour le rendre encore plus pertinent sur le partenariat en santé. Je voudrais vraiment qu'on garde un maximum de temps Merci, pour les merci, questions. merci. Donc, si on veut bien, peut-être, voilà, je vous laisse poser vos questions. Je vais laisser la main maintenant. Je vous laisserai ouvrir vos micros. Si quelqu'un souhaite lever la main ou prendre la parole. Euh, Émilie. Émilie. Oui, Émilie Prinlord-Bardot demande la parole. oui, pardon, Émilie, je n'avais pas vu. Merci. Merci, Flavie. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour ces présentations extrêmement intéressantes.
Si je prends le sujet sous l'angle de la certification et peut-être dans l'objectif de contribuer à la finalisation de la fiche pédagogique, j'ai quelques questions ou propositions peut-être pour accompagner les établissements dans la réponse aux attendus. D'une part, je pense que ce serait intéressant de mentionner explicitement la référence à l'expérience patient dans le critère qui dit que les équipes ont l'habitude d'améliorer leur pratique au regard des indicateurs de pratique clinique. Parce que c'est vrai que indicateurs de pratique clinique, ça peut vite les orienter vers des trucs type New England et autres statistiques très scientifiques. Mais en vrai, les indicateurs de pratique clinique qui permettent d'améliorer les pratiques du quotidien, ça reste quand même des choses assez basiques. Il y a évidemment les événements désirables déclarés par les équipes, mais je pense que l'expérience des patients pris en charge par les mêmes équipes serait un élément intéressant à ce titre. Et je pense que si on peut le préciser dans la fiche pédagogique pour essayer d'y inciter les équipes, ce serait vraiment très intéressant pour rendre un peu concret cette prise en compte dans ce cadre-là. Et par ailleurs, sur les modalités de visite, pour essayer de soutenir justement les initiatives partenariales, j'aurais aimé savoir ce qui est prévu pour la rencontre éventuelle de patients partenaires, notamment celles et ceux qui aujourd'hui sont intégrés dans nos équipes aux côtés des patients, parce qu'il y a toujours l'historique rencontre des représentants des usagers, mais il n'y a pas de modalité prévue pour des rencontres de patients partenaires ou médiateurs santé-pairs qui interviennent déjà aujourd'hui aux côtés de nos équipes. Et j'aurais aimé savoir si c'est à minima une possibilité que l'établissement peut faire au moment de son calendrier de visite. Je vais laisser Isabelle répondre, mais oui, enfin, a fortiori, je pense pas, Isabelle, qu'on ait une injonction qui ne ferait qu'on ne pourrait pas rencontrer les patients partenaires. Au contraire, c'est une valorisation encore plus. Parce que dans la structuration même d'un établissement de santé, on a des associations qui vont vraiment dans les services, on a les représentants des usagers qui sont des associatifs mais qui ont d'autres rôles, et puis on a ce patient partenaire qui peut apporter un éclairage différent. J'inviterais volontiers l'établissement à les faire coïncider tous les trois. On est souvent de la même famille et donc c'est bien aussi qu'on se parle entre nous déjà pour le bien-être de tous. Et puis effectivement, je pense que les experts visiteurs, mais je vais laisser Isabelle répondre, ne seraient pas enclins à refuser de rencontrer des patients partenaires. Mais je pense néanmoins que ça mérite d'être explicité parce que je Oui. vous rejoins pleinement sur le fait que pour moi, c'est une grande communauté d'usagers partenaires, sauf que dans le manuel, aujourd'hui, il y a deux critères. Un côté, les patients partenaires et les assos, de l'autre côté, les RU. Et je pense que moi, je le proposerai volontiers sous cet angle, mais je pense que ça mérite d'être explicité de façon à ce qu'il n'y ait pas de débat le jour J, ni selon les experts, ni selon les RU, ni selon les établissements. Alors, pour répondre à la question, il n'y a pas de consigne aujourd'hui sur la rencontre des patients partenaires. Il y a effectivement, dans le cadre de la visite, une rencontre qui est depuis de nombreuses années prévue avec les représentants des usagers hors la présence de la gouvernance. Donc vraiment pour avoir un échange sur leur activité au sein de l'établissement. Concernant les patients partenaires, il n'y a pas de consigne particulière. Maintenant, je vais juste vous faire état une expérience que j'ai vécue lors d'un test fait au mois de février dernier, où effectivement, le patient partenaire était un membre à part entière de l'équipe soignante. Donc, c'était un établissement de santé mentale et de psychiatrie. Et c'est là qu'on voit toute la force de l'organisation et du partenariat. C'est qu'en fait, les professionnels de l'équipe, eh bien, ils considéraient la personne en question comme un soignant au sens large du terme. Et on voyait bien dans la conversation qu'on a pu avoir avec l'équipe au sens large, parce que la dame qui était patient partenaire, elle était là et on l'a questionnée, mais en présence des autres. Et là, on a bien vu tout le mode de fonctionnement avec cette personne, puisque à la fois le chef de service et les autres personnels ont expliqué comment ils fonctionnaient avec cette personne, et la personne a aussi expliqué comment son ressenti par rapport à son intégration dans la vie. Et je pense que c'est le meilleur exemple
Moi, j'ai trouvé cette expérience très intéressante et très enrichissante pour ma propre culture, mais je trouve que c'est vraiment le modèle vers lequel il faut tendre. Et je ne suis pas sûre que d'isoler une rencontre des patients partenaires soit aussi porteuse de sens que de faire de... Parce qu'on fait plein de parcours dans le cadre d'une visite, et donc on rencontre les professionnels dans ce cadre-là. Et je pense que c'est effectivement à ce moment-là qu'on verra vraiment le niveau d'intégration des patients partenaires dans la vie de l'établissement et dans les différentes équipes. Du coup, Isa, par rapport à ce que tu dis, merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que ça veut dire que dans un parcours qui serait sur une filière où j'ai un patient partenaire actif ou dans une rencontre des professionnels dans les audits système, je peux mobiliser aussi éventuellement les patients partenaires et les usagers partenaires qui seraient mobilisés aux côtés des équipes? Pour moi, c'est leur place, mais je voudrais être Oui, sûre. complètement. C'est-à-dire que tu es libre de positionner ton patient partenaire là où tu estimes que sa plus-value sera la plus remarquée par l'équipe. Voilà. Bon, j'ai donné l'exemple de ce parcours, mais oui, dans le cadre de l'audit système, pourquoi pas, notamment dans la rencontre sur l'engagement des patients. Ok, merci beaucoup. T'en prie. Alors, je propose de donner la main à Delphine, puis ensuite Véronique et Jean-Jacques. Oui, merci. Bah, je voulais justement rebondir sur ce que vient de dire Madame d'Orléans, c'est que donc je suis patiente partenaire et j'ai pu participer à la certification donc avec toutes les équipes, voilà, au même titre que le brancardier, l'infirmière puéricultrice et donc au moment de la rencontre pour parler du parcours qui les intéressait, voilà, j'ai été interrogée comme n'importe quel membre de l'équipe. Et c'était très bien. On s'est tous préparés à cette certification aussi ensemble. Donc, je pense que c'est possible et je pense que ça arrive. Peut-être que c'est pas encore la majorité, mais il y a aussi peut-être qu'on n'en communique pas forcément dessus. Là, on communique parce qu'on est sur un événement où c'est le sujet. Mais ça ne veut pas dire que ça se fait pas. Et c'est vrai que ça a été particulièrement apprécié. À la fois des visiteurs et puis pour ma place aussi au sein de l'équipe parce que je sais que il y a des vrais enjeux autour de ça. C'était très important pour l'équipe et c'était aussi un moment important pour moi parce que là, ça prenait vraiment tout son sens de dire que le patient partenaire fait partie de l'équipe. C'était vraiment une manière de l'illustrer. Donc, et je pense effectivement que c'est quelque chose auquel il faut penser dans les certifications, clairement. Voilà. Donc, merci Delphine, et ça répond aussi en partie aux questions du chat qui disent que peut-être que ce genre d'exemple est extrêmement rare en France, mais on est aussi là pour inspirer et peut-être que... Voilà. Donc, merci d'avoir abondé en ce sens et montré que ça existait. Véronique, vous souhaitiez intervenir? Oui, pour ma part, je suis patiente partenaire et RU. Depuis 2012, je fais le parcours, donc j'ai vu évoluer les choses et les certifications et surtout la place de chacun pour que ça fonctionne, les articulations entre personnes. Le patient partenaire est pleinement intégré en équipe pluridisciplinaire ou va participer à la vie en santé de l'établissement, alors que le RU est au courant de la cuisine interne, il connaît les plaintes, il connaît les médiations, il y a vraiment, je me perçois comme deux fonctions différentes, vraiment. Après, j'amène intérieurement le patient partenaire en commission des usagers. L'autre côté est plus difficile parce que je ne vais pas évaluer l'équipe dans laquelle je suis intégrée au eu égard à ce que j'ai appris en tant que RU. Je ne peux pas me permettre de faire une évaluation sur le terrain directement des personnes avec qui je pratique l'éducation thérapeutique du patient. Le seul lieu où on peut se rejoindre un petit peu, c'est le comité d'éthique, parce que là, c'est quelque chose de très particulier et ça peut faire avancer les choses si les personnes sont déjà assez formées pour ne pas avoir des réactions très fortes sur certaines problématiques éthiques dans l'établissement et qu'elles soient dégagées de leurs problématiques santé personnelle. Voilà, ça c'est des choses de terrain que j'ai vues. Voilà. L'autre chose, je réponds donc à Madame d'Orléans. La difficulté quand on est RU, c'est souvent la date de la certification. C'est un peu comme à l'école. C'est très très important pour les établissements de santé. Et donc, 6 mois avant la date de certification, on nous demande vraiment de remplir le cahier des charges qui n'a pas été
en amont, comme si on était un petit peu la dernière roue du carrosse avant la certif. Et donc, quand on a fait force de proposition, qu'on a apporté des choses et tout au long de l'année, là, on voit les suggestions réapparaître. Mais je pense qu'un projet des usagers ne peut pas se construire sans s'inclure dans un projet d'établissement et surtout en co-construction et en préparation en amont. Donc là, c'est un petit peu une difficulté de terrain. Et ma dernière question, c'est les CPTS qui ont de l'avance puisqu'ils ont récupéré ces modalités. Ils essayent de s'inscrire dans ces modalités. Eux, ils ont un annuaire des professionnels de santé qui inclut directement les patients partenaires et les RU, selon si on est chargé d'une mission, comme la santé prévention ou comme on est chargé des rétex. Et donc, existe-t-il une possibilité d'être registré dans un annuaire interne à l'établissement pour mieux se faire connaître des professionnels de santé de l'établissement, puisque certains RU ne sont pas connus? Donc voilà, c'était ma dernière question. Merci beaucoup, Véronique. Je vais laisser Isabelle rebondir si elle le souhaite. Mais effectivement, je pense aussi que un des axes prioritaires de la HAS à travers cette certification, c'est de, comme l'a dit Jean-Jacques, certes, c'est une photographie à un instant T, mais l'idée, c'est vraiment que ça s'inscrive dans la vie de l'établissement et que ce Eh soit pas oui. un rendez-vous tous les 4 ans, mais Mm. vraiment une impulsion pour faire de la qualité tout au long des 4 années qui sont entre chaque certification. Donc ça, je pense que ce que vous vivez en tant que RU ou en tant que patient partenaire, d'autres professionnels de l'établissement pourraient en témoigner de la même façon où on leur demande avant la certification, voilà, de mettre en place des projets ou de faire des choses. Mais de plus en plus, je pense que les établissements essayent de s'inscrire dans la continuité de la qualité et dans cette réflexion, d'essayer de ne pas faire précipitamment à la dernière minute, mais bien parce qu'on est convaincu du bien fondé tout au long des 4 ans. Mais ça, voilà, peut-être que je laisserai Marie, vous voulez peut-être... Jean-Jacques avait levé la main Oui, depuis un Jean-Jacques, oui, petit voilà. moment, on va le laisser. Excuse-moi. Non, mais je voulais revenir et essayer de répondre à la remarque d'Émilie sur l'expérience patient. Donc peut-être que je te laisse répondre, Marie, si on est dans le continuum du sujet en cours pour Oui, pas. en fait, on est dans le continuum. Je suis, je vous rejoins sur le fait que dans une grande majorité des établissements, on se rappelle qu'on a des RU qui peuvent faire autre chose que la lecture des réclamations 6 mois avant la certification. Pour le constater régulièrement en commission restreinte quand nous regardons les établissements qui ont été visités, c'est clair et c'est très bien aussi porté par les représentants des usagers qui, lors de la rencontre avec le coordonnateur, dit, bah, nous, il y a 6 mois, on était obsolète et puis là, d'un seul coup, on est devenu super important. Je pense que le référentiel, il a cette qualité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il donne des éléments qui nous sortent de ce qu'était la certification antérieurement où on était sur de la procédure. Est-ce que on a bien écrit la bonne procédure et est-ce que dans la gestion documentaire, elle existe? Aujourd'hui, on est passé, et c'est pour ça que Isabelle a beaucoup insisté sur l'observation, on est passé aussi sur autre chose qui est je vois de mes yeux et j'identifie de mes yeux. Moi, quand je regarde un établissement et que je dois analyser le résultat d'un établissement, la première chose que je fais, et là, ça va intéresser la qualité et Jean-Jacques, la première chose que je fais, c'est que je regarde dans le PACS. Le PACS, c'est le plan annuel de qualité et de sécurité des soins. Et quand vous voyez que dans le PACS, la partie expérience patient, c'est est-ce qu'il y a bien la fiche à chaque étage sur l'adresse et les personnes faisant partie de la représentation des usagers? Je m'inquiète. C'est-à-dire que il faut aussi que la direction qualité, il faut aussi que la gouvernance soit en capacité de se tenir au courant de ce qui se passe dans les établissements. L'expérience patient, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a plein de services qui, depuis des années, travaillent avec des patients, les invitent, voilà. Et c'est pas identifié comme étant de la qualité et de la promotion à avoir. Donc, c'est pour ça que dans tous les chapitres, on questionne
cette expérience, on questionne ce partenariat, et c'est aussi au travers de la rencontre entre les patients partenaires, entre les représentants des usagers, entre les associations qui ont un rôle à jouer au sein de l'établissement, c'est cette coordination-là déjà entre ces trois entités-là qui peuvent pousser les directions qualité à dire, eh bien, on a franchi un cap et on va aller plus loin. Et dans mon quotidien, c'est inscrit, ce qui fait que dans 4 ans, quand je serai interrogée par la haute autorité, bah franchement, ça fera partie de mon quotidien et ça fera comme le témoignage qu'on a eu de Delphine, je crois, qui disait, mais moi, je fais totalement partie de l'équipe. C'est pas le jour de la certification qu'elle en a fait partie. C'est dans son quotidien de patiente partenaire, elle est un membre de l'équipe. Excuse-moi Jean-Jacques, hein. Non, non, mais ça fait une transition parfaite avec ce que je voulais dire, enfin parfaite, pardon, de ce jugement de valeur très positif. Euh, pour répondre à la question d'Émilie, qui est quand même une... bon, si on revient un petit peu sur la réalité de l'évaluation clinique des résultats au sens universitaire ou académique, c'est vrai qu'on a quand même fait des progrès considérables, mais le chemin reste long. Et que j'ai envie de dire que ça se joue sur une génération. Moi, j'observe quand j'ai appris la médecine, on m'a jamais parlé de tout ça. On m'a pas beaucoup parlé des patients non plus, mais beaucoup des symptômes et pas beaucoup des patients. Mais plus sérieusement, j'observe que quand même petit à petit, de plus en plus, dès le début de l'enseignement en médecine, ce qui était déjà le cas dans d'autres métiers de la santé bien avant, on intègre de plus en plus non seulement l'écoute, mais le partenariat en santé, y compris dans l'évaluation des résultats cliniques d'une prise en charge. C'est, c'est compliqué. Alors, je ne vais pas rentrer dans les jargons de PREMS et de PROMS. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, on a fait, grâce à Laetitia May aussi, un petit webinaire le 10 juin. Je vous incite à le regarder parce que Laetitia a été très, très pédagogique sur ces sujets compliqués. En fait, l'idée, c'est vraiment d'intégrer l'expérience patient dans l'évaluation qu'on fait d'un parcours de soins et aussi d'intégrer le point de vue du patient en termes de résultats cliniques sur les soins qui ont été prodigués. Et c'est aussi très intéressant, mais l'honnêteté, faut reconnaître, c'est que c'est quand même pas encore une majorité des équipes qui ont ce degré de maturité dans notre jargon, ce qu'on appelle d'intégration complète entre les procédures qualité et le savoir des professionnels, mais il y a de très très belles retours d'expérience qu'il faut valoriser en ce sens. Il y a des progrès au niveau universitaire, au niveau académique. Il y a encore du boulot sur ce chemin et qu'on peut rencontrer très régulièrement, encore une fois, des équipes et des patients qui sont en grande difficulté face à ça. Donc voilà, c'est juste pour établir ça. Donc moi, je serais ravi que dans d'autres critères que le critère 1,04, je ne sais plus où on cite le PREMS, que notamment les PREMS, sont intégrés dans d'autres critères comme un élément voilà, d'évaluation qualitative des procédures mises en place. Voilà, quand on PROMS, bon, on va pas on pourra en discuter si vous voulez, on a discuté au niveau national, savoir si c'était un critère avancé ou pas, mais bon, ça reste un critère avancé, parce que ça reste compliqué, c'est-à-dire demander aux patients d'évaluer le résultat du traitement, notamment sur le plan fonctionnel. Là aussi, il y a une culture encore au niveau médical à faire progresser en la matière. Je vais dire ça aussi pudiquement que ça pour l'instant. Merci beaucoup Jean-Jacques. Et effectivement, ça fait réagir dans le chat aussi. Et en particulier, on parle des Écosses et d'une patiente partenaire qui intervient dans les Écosses et effectivement de la réaction des médecins, maintenant futurs médecins qui sont aussi formés dans ce sens à écouter un peu plus le patient. Donc, merci pour... je pense que Émilie avait levé la main et puis ensuite Karim. Ouais, Émilie. peut-être pour réagir à ce que disait Jean-Jacques et donc revenir à ma question à la HAS, à Isabelle et Marie. Honnêtement, considérant le levier que constitue la HAS, c'est pour ça que je me permets d'insister sur le fait que dans la fiche pédagogique, on puisse essayer d'expliciter la prise en compte de l'expérience patient au titre des indicateurs de pratique clinique. D'abord parce que ça a toute sa place à ce titre-là, et ensuite parce que en tant que directrice qualité, je peux au moins moi en juger, la voix du patient a une importance extrêmement forte et que c'est un levier de changement et de transformation qui est très important pourvu qu'on mette nos professionnels en position d'y avoir accès. Et sur ce champ-là, c'est vrai que les PROMS et les PROMS, c'est très bien, mais c'est vrai aussi qu'on a probablement, sans atteindre le niveau scientifique des PROMS et des PROMS, on a aujourd'hui quand même des données
issues notamment de nos réclamations et de nos témoignages de satisfaction, qui sont tout aussi porteuses d'amélioration et de progrès que d'autres éléments plus scientifiques, quoi. Et je pense que c'est dommage qu'on ne les utilise pas de façon plus régulière. En tout cas, j'ai bien l'intention, moi, de valoriser les initiatives qu'on a prises, nous, pour mettre en place un baromètre expérience patient qui permet à chaque équipe d'avoir un retour de ce que disent ces patients en positif comme en négatif et qui est fondé sur des données concaténées, ISATIS, nos questionnaires de satisfaction dont le taux de retour est très faible, mais aussi toutes nos réclamations et nos témoignages de satisfaction qui sont autant de témoignages d'expériences rapportées par des patients qui permettent à des équipes de se questionner ou de se remettre en cause le cas échéant et qui, à mon avis, sont très pertinentes en termes d'outils à mettre à disposition. Merci beaucoup, Émilie. Karim? Oui, bonjour tout le monde. Karim Ouled Chrif, patient partenaire. Je suis à la direction qualité et gestion des risques du CHU de Nîmes. Donc, pour rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit, effectivement, place des RU, place des patients partenaires, place des associations dans le système de soins en tout cas dans les établissements, on a l'impression que vu d'en haut, ces trois entités différentes et mm, il faut pousser à ce que ces entités, en tout cas ces forces de proposition, collaborent tous ensemble, hein, puisque c'est au même titre qu'on parle de partenariat, complémentarité des savoirs entre soignants et expérience patient, il y a une complémentarité, ou en tout cas une richesse de savoir et d'approches parallèles, en tout cas, et qui convergent. La convergence, c'est la finalité, c'est la même, hein, c'est le bien-être du patient. Donc, c'est une force de plus à être capable de mobiliser. Voilà, donc moi, au même titre que Delphine, moi, j'ai pu participer de façon pleine et entière à, à la certification de mon établissement, avec une place un peu particulière, puisque carrément à la qualité, donc avec cette expérience qui est d'amener le regard, en tout cas la perspective patient dans la culturation des équipes. Et dernière chose sur laquelle je voulais aussi témoigner, ou en tout cas apporter mon expérience, ou apporter de la matière à réflexion, partenariat en santé, c'est aussi, on l'a dit, dans les soins, dans les services, dans la formation, qu'elle soit initiale ou continue. Maintenant, les patients partenaires sont intégrés et en tout cas, il y a des recommandations fortes en la matière. Il y a aussi les patients partenaires qui travaillent au niveau de projets transverses dans les établissements, au niveau méso, si je peux m'exprimer ainsi. Et, et gageons en tout cas que on aille vers, à petits pas, hein, ça va tout doucement, mais qu'on aille vers ce réflexe de ne plus avoir aucun projet transverse d'établissement sans donner une place importante, en tout cas une place significative à la perspective patient ou l'expérience patient, quelle que soit sa représentation, son représentant. Voilà, Merci. c'était. Merci beaucoup, Karim, pour cette intervention. Est-ce qu'on a d'autres questions, réactions Si je peux me permettre, pardon, il y a peut-être la question de Véronique qui n'a pas tout à fait été traitée, qui demandait s'il existait un médium type référencement ou annuaire interne qui permettait d'inclure les patients partenaires et les représentants des usagers œuvrant au sein de l'établissement pour mieux se faire connaître en interne par les professionnels de santé. Est-ce que Alors, quelqu'un a ces éléments? ouais, Fabienne, il y avait avant un annuaire national sur les associations. Là, on est en train de parler d'interne. Moi, je suis tout à fait d'accord et effectivement, il y a généralement les professionnels de santé qui sont listés au travers de leur numéro de téléphone, au travers de leurs adresses mail. Et dans cette liste-là, ils devraient faire figurer les patients partenaires et ou les représentants des usagers et ou les présidents d'associations ou des choses comme ça, pour permettre justement à
Je vais dire n'importe quoi comme exemple, un cardio qui d'un seul coup a besoin d'une association qui traite de problèmes d'obésité parce que il a dans son service une personne en situation d'obésité et qui a fait un problème cardiaque, va pouvoir inviter le patient ou la patiente à se, se, se mettre en relation avec une association qui traite de l'obésité ou vice-versa, lui peut en avoir besoin. Ça, c'est une réalité. Mais enfin, alors, Isabelle me connaît très bien, et Fabienne aussi, vous me connaissez un petit peu moins bien, mais enfin, il faut juste se bouger les fesses, quoi. C'est pas à nous, haute autorité, de dire il faut le faire. C'est la preuve évidente que l'acquisition du partenariat patient n'est pas totalement finie à partir du moment où pour nous contacter, il faut appeler la direction qualité ou la gouvernance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites-le, soyez promoteur de ce genre de choses. Et je rejoins vraiment Karim sur le sujet. On n'est pas trois personnes différentes. Moi, j'ai été pendant 15 ans représentante des usagers. Je suis patiente partenaire. Je suis associative en santé, mais je vous jure que c'est la même personne. Et pour les deux qui me connaissent dans le webinaire, elles peuvent vous assurer que je suis exactement la même. Sauf qu'à des moments donnés, je m'interroge différemment sur le sujet pour lequel je suis sollicitée. Mais c'est toujours la même personne, la même militante, la même convaincue, avec une différence. Et il y a eu quelques questions sur le sujet. La représentation des usagers en tant que telle, c'est mon opinion, doit rester un mandat de citoyenneté. Donc il doit rester bénévole et gratuit pour justement ne pas avoir d'asservissement ou de lien de conflit avec l'établissement, ce qui n'est pas le cas du patient partenaire. À partir du moment où nous avons une action de travail collaboratif, où nous passons les mêmes heures que les heures des professionnels à travailler sur un projet, à le tester, à l'évaluer, à le promouvoir, à l'animer, nous devenons un acteur à part entière et encore aujourd'hui, il y a un petit peu trop de bénévolat dans cette partie-là. Et voilà, il va falloir aussi qu'on réfléchisse tous ensemble à comment on peut promouvoir ce statut euh, comme pour les médiateurs en santé paire, par exemple, où déjà on a un statut réglementaire qui leur donne la possibilité d'être un professionnel de l'équipe. Eh bien, je pense qu'il faudra que de plus en plus on réfléchisse à ça. Mais pour l'annuaire, il faut le faire, mais alors voilà. Et Véronique, comme vous êtes RU et passion de partenaire, vous mobilisez les deux personnes qui sont en vous et vous y allez. Merci beaucoup Marie, donc ça a fait réagir hein, sur le chat et aussi Bertie qui a réagi à vos propos. Effectivement, sur peut-être aussi la place du patient partenaire, la difficulté de la rémunération, c'est des choses qui sont arrivées dans le chat aussi. Émilie, une réaction par rapport Je à... pense qu'il y avait Véronique avant moi. Oui, Je sais que Véronique. Véronique, elle voulait répondre à Marie. Bah, en fait, je viens d'avoir l'idée. Ah, Donc, je ne pouvais pas militer pour pouvoir le faire en amont, mais en écoutant Madame d'Orléans, effectivement, cette histoire des CPTS où on est inclus sur le logiciel des professionnels de santé pour travailler à des documents de travail, faire force de proposition sur les missions, comme tout ce qui est prévention, sensibilisation, les rétextes, toutes ces choses. J'ai été étonnée, je me suis dit, ah, mais comment ça se fait qu'en établissement de santé, il n'y a pas la possibilité de se faire connaître moyennement un système d'intranet. Après, je peux tout à fait comprendre qu'il y a une notion de confidentialité, et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'était l'histoire de pouvoir dire, il y a une rubrique voilà, de personnes qui interviennent au sein de l'établissement, qui existent aussi et qui sont présents et qui sont à votre disposition pour répondre ou pour apporter quelque chose. Voilà quoi, ce sont des petites choses. Voilà. Après, j'ai parlé que du ski cloche, mais il y a plein de trucs qui se mettent en route qui sont vraiment super. Je peux pas trop en parler, mais là, on m'a demandé de participer à un programme annuel, parce que maintenant, on nous met dans des programmes annuels. Alors là, l'énergie, elle commence à être un petit peu plus dense au niveau de l'engagement bénévole, mais c'est un suivi des vécus des usagers, des soignants. C'est-à-dire, on mélange les deux.
et on étudie les concordances et les dissonances entre l'expérience patient, le parcours patient et la façon dont c'est perçu des deux côtés pour voir où ça cloche. Et ça peut être un projet génial. Il y en a d'autres. Eh ben, bravo Véronique, bravo pour tout ce que vous faites. Et moi, ça me nourrit aussi pour un projet qu'on a avec le COPS, hein, qui est un groupe de travail sur l'accueil, l'intégration, enfin le recrutement, l'accueil et l'intégration des patients partenaires. Et je pense que ce sont des sujets qui nourriront aussi les réflexions de ce groupe de travail. Donc merci. Émilie? Oui, peut-être en complément sur ces deux sujets, la mise en relation et puis ensuite la facilitation de l'intégration d'usagers partenaires. Juste pour dire à Véronique comme à Marie, effectivement, je pense que notre rôle en tant qu'établissement, c'est de faciliter le partenariat à la fois pour nos équipes et pour nos usagers partenaires. Et en revanche, on s'est heurté, nous, à la difficulté qu'évoquait Véronique, c'est-à-dire qu'on a voulu faire un annuaire du partenariat qui permettait d'avoir la liste, effectivement, de tous les usagers partenaires, quelle que soit leur grande famille, je dirais, hein, donc les RU, les associations, les patients partenaires, les médiateurs santé pair, enfin, toutes celles et ceux qui contribuent au quotidien. On s'est heurté pour certains qui ne souhaitaient pas qu'on diffuse trop largement leur contact direct. Donc, on a pris le parti, nous, de créer, en fait, une boîte générique, hein, qui s'appelle Partenariat en santé CHU de Montpellier, qui permet en fait d'orienter, c'est-à-dire que pour répondre à ce que disait Marie, un cardiologue qui voudrait être mis en relation, on essaye de faciliter, nous, cette mise en relation et on a pour projet de faire une sorte d'annuaire par pôle ou par filière qui permette de ne pas être confronté à une liste de 500 personnes, sachant que dans cet annuaire du partenariat, notre parti pris, ça a été qu'il y ait les usagers partenaires, mais qu'il y a aussi les professionnels partenaires. C'est-à-dire qu'il y a tous les gens qui contribuent à l'UTEP, il y a les aumôniers qui sont aussi des partenaires à certains temps. Enfin, il y a beaucoup de... C'est dans une acception assez large. Après, dans la mise en œuvre, au-delà de la mise en relation par l'annuaire, on se heurte quand même à ce que vous avez évoqué brièvement, c'est-à-dire l'absence de statut complètement adapté des patients partenaires. C'est-à-dire que ça, pour un établissement, c'est terriblement frustrant de se dire qu'il y a des choses qui sont écrites et prévues pour nos représentants des usagers. Et je rejoins ce que disait Marie sur les limites naturelles. Honnêtement, c'est extrêmement difficile, notamment pour les patients partenaires, de se dire directrice du partenariat usager et de soutenir des initiatives qui reposent quand même sur la seule énergie ou le bénévolat de celles et ceux qui veulent bien le faire. Oui. Je vois que Fidéline sait exactement à quoi je fais référence, mais c'est vrai que sur la dimension quelle clé de réussite pour l'accueil et l'intégration d'un patient partenaire à l'échelle institutionnelle. Contrairement à ce que Katia écrivait tout à l'heure, c'est pas qu'une décision d'un directeur qui décide de faire des restrictions budgétaires et d'enlever un salaire. C'est en fait au-delà de ça. Moi, j'ai des patients partenaires qui interviennent et qui sont très impliqués. Je n'ai pas aujourd'hui de base réglementaire sur laquelle je peux m'appuyer pour garantir leur responsabilité, la prise en charge de leurs frais de déplacement, les accès à l'établissement physique, les accès aux dossiers ou en tout cas aux documents d'équipe, le cas échéant. Enfin, on manque aujourd'hui beaucoup d'appui. Et en tout cas, dans un établissement public qui doit respecter un certain nombre de petites règles bien compliquées, c'est pas si simple de proposer un statut légitime et décent à un patient partenaire qui s'investit. Ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup aux établissements et sur lequel j'espère vraiment qu'au plan national, on va progresser sur la dimension reconnaissance et valorisation de l'engagement et du partenariat. Oui, il le faut absolument parce qu'on ne peut pas le promouvoir au travers d'un référentiel comme celui de la haute autorité. On ne peut pas le mettre dans le quotidien de votre vie professionnelle et de nos vies associatives et professionnelles et ne pas lui donner la réalité qui est que un statut doit éclairer et doit sécuriser aussi la relation. Tout à l'heure, on parlait de la difficulté que certains professionnels peuvent avoir avec le partenariat, avec qui est-ce que j'ai en face de moi, est-ce qu'il a les compétences ou pas. Mais soyons très honnêtes, il faut aussi que nous, en tant que patients partenaires, grâce à une forme de statut, ou tout du moins une forme de grand champ dans lequel nous devrions répondre. Soyons formés, prendre la parole devant des professionnels, c'est pas si évident. Parfois, ils disent des choses qui peuvent nous heurter et il faut savoir raison garder et interagir avec beaucoup de finesse. Et ce sont des choses qui s'apprennent. Et ce genre de choses, on ne s'imagine pas être patient partenaire comme ça. Tiens, ce matin, je me lève, le soleil est beau, je suis patient partenaire. Donc, il y a toute cette réflexion-là qu'on a déjà engagée parce qu'on est quand même des pionniers et des pionnières dans ce
cette nouvelle acception de partage et de travail collaboratif, il faut qu'on puisse à un moment donné en rédiger quelque chose qui soit pas obligatoirement euh, obstruant, mais qui laisse quand même le champ à des grands thèmes pour sécuriser les établissements et pour nous sécuriser. Et peut-être que dans ce cadre-là, les établissements iront plus facilement parce que justement, statutairement, il y aura quelque chose d'inscrit. Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on est tous d'accord sur cette réflexion. En Est-ce que je peux attend. me permettre? Vas-y, Fabienne, je vais que tu Euh, avais réagi dans le chat, donc si tu veux bien Oui, partager oui, à tout le monde. pour compléter, ben, effectivement, enfin, pour moi, le seul statut officiel aujourd'hui, c'est celui des représentants des usagers qui est bénévole, comme l'a très bien expliqué Marie. Le sujet du statut a été discuté au Conseil pour l'engagement des usagers, donc par tout un groupe de professionnels, de patients ERU impliqués, etc. Et la production que ça a donné l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus, c'était un guide pour développer la reconnaissance sociale de l'implication des usagers. Maintenant, ce qui peut changer la donne, c'est la loi. Et là, bah, ce sont les parlementaires, le gouvernement. Donc là, on est nous ici, sur des sujets vraiment opérationnels où on essaye de faire avec les moyens qu'on a. Et sans doute, les choses vont évoluer. Mais peut-être pas aussi court terme que beaucoup le souhaiteraient. Et de toute façon, alors ça c'est mon point de vue, en plus des patients professionnels qui peuvent déjà exister, mais voilà, de briques et de broc ci et là, de façon pas du tout systématisée, toutes les formes d'engagement sont nécessaires au système de santé pour apporter les savoirs expérientiels. Bien sûr. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, comme dit Karim, c'est le sujet qui revient toujours sur la table. Vous pouvez revoir un webinaire qu'il y a eu l'an dernier ou il y a 2 ans sur la professionnalisation des patients partenaires. Ouais, Puis il y a plein de choses autour de ça. c'est un vrai sujet. C'est un vaste sujet. Vous prenez par exemple dans les instances, hein, là où se trouvent des représentants des usagers, eh bien, je fais rarement compliment, mais là, je vais faire compliment à la haute autorité. La haute autorité, dès le début, quand elle a engagé des patients usagers, des usagers experts, comme on les appelle, dans les différents groupes dans lesquels nous sommes rémunérés sans aucune différence avec les professionnels de santé. Et voilà, parce que le temps que nous y consacrons, le travail que nous y consacrons, doit être reconnu en tant que tel. C'est parfois très compliqué statutairement pour le, le chargé des payes de savoir comment il peut faire. Mais en tout cas, voilà, c'est une des rares institutions à rémunérer l'engagement que peuvent avoir les usagers experts au sein des différentes commissions de la haute autorité. Véronique, peut-être une dernière réaction? Juste, j'ai vu l'émergence des universités des patients sur un groupe, sur plusieurs groupes d'ailleurs. Ils constituent une université des savoirs internes pour fidéliser les RU et pour essayer d'en faire une culture collaborative. Ce qui m'interroge, c'est quelle est la partialité? Est-ce un progrès? Ou est-ce quelque chose qui sort de justement de la neutralité du RU au sein d'un établissement? Est-ce que je peux être militante, Véronique? Juste pour vous donner un trait de caractère. Une université des patients dont les patients sont juste là pour animer, mais n'ont pas conçu le programme, n'ont pas élaboré le programme et ne l'évaluent pas. Est-ce que c'est une université des patients? Tout à l'heure, Jean-Jacques, pardon, avait commencé avec arrêtons de faire pour et faisons avec. Ou c'est Fidéline qui a dit ça dans son introduction. Oui, Ben voilà, vous avez ma réponse. Je suis pas très friande de ce genre de choses. Et puis alors, pour la représentation des usagers, il y a quand même une association qui s'appelle France Asso Santé, voilà. qui, dans le cadre de la loi, s'appelle l'UNAS, reçoit une subvention de la part de notre gouvernement afin de pouvoir former et accompagner les associatifs qui souhaitent devenir représentants des usagers. Donc, une formation au sein des universités des patients là-dessus, c'est faire double emploi et c'est surtout coûter 2 fois le prix, puisqu'il y a déjà une association qui est payée pour le faire. Mm. Alors, je vais juste rebondir avec
Ce que Bertie a mis dans le chat, hein, c'est que la rémunération peut être aussi une forme de reconnaissance pour des patients Totalement, partenaires bien sûr, qui bien sûr. ont fait aussi une formation, de reconnaître leur formation, mais c'est pas le cas de tous les patients partenaires et voilà, il y a vraiment. Karim, une dernière intervention et j'aimerais qu'on clôt à l'heure si. Non, non, rapidement, c'était pour Rapidement. rebondir sur tout ce qui s'est dit autour de la. On n'a toujours pas trouvé la case pour la bonne case pour cocher pour la rémunération ou en tout cas la légitimité, Euh, rendre légitime l'action. Donc la légitimité, il y a plein de choses, la rémunération, la considération, formation, etc., etc. Moi, on parlait de lanceur d'alerte tout à l'heure. Je dis, voilà, on est tous dans cette mission de service public. Si les choses n'évoluent pas, il y a des opérateurs privés qui vont prendre le oui, relais. Et là, tout ils à auront des fait. moyens. Parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé que le partenariat en santé, ça marche. Euh, Ça crée de la plus-value pour les organisations, pour les patients. Et aussi, en matière de qualité de vie au travail, ça redonne du sens aux soignants. Donc voilà, c'était juste ma réflexion. C'est attention que des opérateurs privés ne prennent pas le relais et on perdrait un peu d'essence, cette essence de, de notre engagement au sein du service public. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci à tous pour vos interventions, pour la richesse des interventions de nos trois intervenants, mais aussi la qualité de ces échanges. Et je suis assez contente qu'on ait tenu le temps pour avoir justement un temps d'échange important. Et voilà, ça a été très riche. Je vous rappelle la journée régionale du partenariat en santé qui aura lieu le 23 septembre à Narbonne. Donc, on vous invite tous à venir si vous n'êtes pas encore inscrits. C'est encore la possibilité de le faire pour continuer à échanger sur la dynamique de partenariat en santé dans la région Occitanie. Et je lance l'information parce que Jean-Jacques est présent aussi, qu'on on aura une journée commune cette année qui sera le 25 novembre. Donc la SRA a invité à ce que on partage la journée SRA France Asso Santé et COPS pour pouvoir diffuser justement cette culture du partenariat en santé et de la qualité. Voilà, donc ce sera le 25 novembre et très prochainement, toutes les actualités, le programme de cette journée qu'on est en train de construire. Voilà. Et ce sera, oui, à Gruissan. Merci Fabienne d'avoir mis le Save the Date dans le chat. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à tous.